on m'a détecté en 2020 un cancer, un lymphome de Hodgkin. Quand on me l'a diagnostiqué, il me restait 2 semaines à vivre. Et en fait, je me souviens, on s'est tous les 4 pris dans les bras. Et ma maman m'a dit t'inquiète pas, on va y arriver quoi. J'étais en train de pleurer et je sens à l'intérieur de moi une petite voix qui me dit ne t'inquiète pas. Tout le monde mérite la paix d'une certaine manière. Et pour trouver la paix, ça commence par soi. Bonjour à tous et bienvenue sur PEMA Sorority. Ici, on parle de tout, endométriose, bien-être féminin, santé mentale, bref, tout ce qui touche la femme. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Ludivine. Alors Ludivine, est-ce que tu veux bien te présenter? Bien le bonjour déjà et je te remercie de tout cœur de m'avoir invitée sur ta chaîne. Avec plaisir. Alors moi, c'est Ludivine, j'ai 28 ans et aujourd'hui, je suis ici parce que Luz m'a contactée sur les réseaux sociaux de par mon TikTok pour raconter un petit peu mon parcours de résilience, notamment avec la maladie. On m'a détecté en 2020 un cancer, un lymphome de Hodgkin. Et disons que de par mon parcours, j'ai réussi à en faire une force de la résilience. Et aujourd'hui, je suis ici pour transmettre l'espoir, pour transmettre la paix. Et je le répète encore une fois, mais surtout la résilience. Je pense que c'est quand on tombe sur ton TikTok, c'est ce qu'on voit directement. Moi, c'est ce qui m'a parlé, c'est ce qui m'a touchée parce que je me suis dit qu'au-delà de tout ce que tu traverses, le message qu'on retient, enfin, ce qui nous saute aux yeux, c'est vraiment la résilience. Et je pense que tu as un peu cette vision de voir toujours le verre plutôt plein que vide. Et je trouvais ça vraiment incroyable et courageux de ta part. Et Merci. Courageux d'en parler. Merci. Et d'être là, encore une fois. Donc, Merci. C'est moi qui te remercie. Je suis trop contente d'être là. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors, comme tu l'as présenté, donc tu es là aujourd'hui pour parler en partie de ce que tu traverses avec ta maladie. Oui. Donc, est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, ça va être un peu long, mais du coup... On est là pour ça. On va se prendre un petit thé. On a le temps, exactement. On a le temps. Alors, du coup, mon histoire, elle a commencé bien avant mon diagnostic. Elle a commencé en été 2020 à peu près. Alors moi, il faut savoir que de profession, je suis kinésithérapeute. Je venais de commencer un petit peu ma carrière de kiné, donc je travaillais beaucoup. Quand on parle de beaucoup, c'est-à-dire? Je faisais, je pense, j'ai bugué là. C'est pas grave. J'ai bugué. Et là, on va couper. T'inquiète pas, on fera un montage. Donc tu faisais... Je faisais à peu près entre 60 et 70 heures par semaine. Ah oui. Sachant que j'avais un rythme de 25 minutes. Donc, toutes les 25 minutes, j'avais un autre patient. J'avais une vie active, je sortais tous les week-ends, j'allais à la salle 3, 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Enfin, vraiment, j'avais une vie très, très active, ce qui faisait que je ne m'écoutais pas. Par contre, j'écoutais les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, donc j'étais dans mon travail et d'un coup, il y a le Covid qui est arrivé. Et donc, dans mon métier, on a été obligé de mettre des masques, tu sais, mais des masques FFP2. Tu sais, c'est les masques un peu plus épais. Et donc, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Je me suis dit, bon, ça vient forcément du masque. Ensuite, quelques semaines après, tout s'est très vite enchaîné. Ça, c'était à peu près août 2020, plus ou moins, pour te situer un petit peu. Et en septembre, j'ai commencé à avoir de la fatigue. Mais par contre, c'était une fatigue qui était très spéciale. C'est pas une fatigue, tu sais, quand tu rentres du travail et t'es épuisé. C'est une fatigue qui est beaucoup plus profonde. Tu vois, c'est-à-dire, je rentrais le soir, je me couchais, et le lendemain, donc, j'allais retravailler. Et 1 heure après, donc, j'étais exténuée comme si j'avais travaillé toute la journée, heures. comme si t'avais fait ta journée. Ouais, exactement. Et c'était vraiment une fatigue, tu sais, qui est... Je pense que s'il y a des personnes qui ont eu un parcours avec le cancer, pourront un petit peu reconnaître ce que je suis en train de dire, mais c'est une fatigue qui est accrochée à ta peau. Tu vois, elle te lâche pas. Malgré le fait que tu dors, malgré le fait que tu manges, que tu t'hydrates, c'est vraiment accroché à ta peau. C'est très spécial comme fatigue. Et sur moi, en fait, beaucoup se lisent... il y a des choses qui se lisent... Non, il y a tout qui se lit sur mon visage.
Voilà. Vous êtes très expressive. Très expressive du visage, donc ma fatigue se lisait clairement sur mon visage. Ma maman, je me souviens, elle m'a dit, mais Ludie, mais va dormir, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Fais plus doucement. Et moi, j'étais là, mais ça va. Enfin, je pensais que ça allait, mais du coup, mais ça allait vraiment, hein, mais intérieurement, j'étais lessivée. Et donc, arrivé fin septembre, j'ai commencé à avoir des grattements. Et c'est là où ça m'a interpellée. En fait, les grattements, ils ont commencé entre les doigts et entre les doigts de pied. Très bizarre. Et en fait, de semaine en semaine, ça s'est propagé sur tout mon corps. Sauf le visage. D'accord. Les grattements, je peux l'expliquer comme une grosse piqûre de moustique, mais qui est pas... Tu vois la sensation de piqûre de moustique, tu te grattes et ça s'arrête pas. En fait, c'est ça. Et je m'ouvrais jusqu'au sang. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais pas si on le voit, mais j'ai des petites cicatrices, même si maintenant ça se voit plus trop. Mais du coup, c'est resté sur mon corps. Parce que du coup, je me grattais jusqu'au sang, quoi. Et à ce moment-là, tu pensais quoi, du coup, quand t'as eu ces... Ah, mais je me suis dit, tu sais, c'est la lessive. Ah, ok. Tu vois, le parfum... Non, mais non. Mais c'est clair, c'est bizarre. Mais je me suis dit, c'est la lessive, une allergie, j'en sais rien, les draps, un habit, enfin, peu importe. Ou la crème que j'avais au travail, par exemple. Même si en soi, je mets pas de crème sur les doigts de pied au travail. Mais bon, c'est pas grave, c'est bizarre. Mais je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça, ou c'est le stress. Enfin, je me suis dit, mais j'ai loin de moi d'avoir pensé un cancer, quoi. Parce que dans ma famille, il y a personne qui a le cancer. Personne. Donc, loin de moi de cette idée-là, tu vois. Et donc, attends, ça. Donc, fin septembre, il y a eu les grattements. Et ensuite, alors, faut savoir que dans mon histoire, sur les 5 dernières années de ma vie, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Normalement, je ne devrais plus faire partie de ce monde-là. Donc, la chance joue un rôle énorme dans tout ce que je vais raconter. En fait, je rentrais du travail un soir et j'ai eu un accident de voiture. Donc, moi, je roulais, c'était une route à 100 à peu près, autorisée à 100. Il y avait un camion en face de moi et un monsieur a dépassé ce camion-là. À peu près, la police, je me souviens, avait regardé, il était à peu près à 180 km/h. Enfin, vraiment, il était hyper rapide. Et en plus de ça, il avait de l'alcool dans le sang. Donc, bref. Et en gros, c'est allé tellement vite. Et je me souviens avoir ressenti pour la première fois de ma vie la mort. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai fait mes adieux à mes parents et à ma sœur à ce moment-là. Je l'ai senti. Mais ça s'est fait instinctivement, tu sais. C'est pas quelque chose, j'ai même pas réfléchi, c'est venu à moi. Et j'ai eu ce réflexe d'aller dans le décor. Il m'est rien arrivé de grave, mais j'étais tétanisée au volant, tu sais. Donc les pompiers sont arrivés et ils m'ont sorti du véhicule, enfin ils m'ont aidé à sortir parce que j'arrivais plus à bouger mes doigts, quoi. Et en fait, le lendemain, juste pour te dire à quel point je suis... et à quel point on est plus connecté à notre corps de nos jours, le lendemain, je suis allée travailler comme si rien n'était. Après l'accident? Ouais. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à ma sœur. D'ailleurs, ma sœur a fait ses études à Paris et mes parents étaient en vacances à ce moment-là. Et je me suis dit, ça sert à rien de les inquiéter vu que j'ai rien. Non, mais juste pour te dire à quel point... Vraiment dans le mode go, je regardais rien du tout. Tac. Ouais, non, carrément. Et en fait, le lendemain, j'avais des courbatures au cervical. Mais juste à gauche. Moi, en tant que kiné, qu'est-ce que je fais? Je me masse. Et c'est là où j'ai détecté au niveau de ma clavicule, juste au-dessus. Mais quand je te dis la moitié d'un petit poids, minuscule, hein, une toute petite boule, et je me suis dit, c'est quoi ça? Bizarre. Mais ça faisait pas mal. D'ailleurs, c'était indolore, ça faisait pas mal, elle était mobile aussi, mais c'était vraiment tout petit. Je me suis dit, bizarre. Et la première chose, il y a plusieurs choses qui m'ont sauvée à ce moment-là, la première chose qui m'a sauvée, ça a été de me dire, ok, si cette boule est encore là dans une semaine, j'irai voir le médecin. Voilà. Donc, après, tu vas me dire qui se palpe la clavicule. Ouais, c'est ça. Qui Non, mais enfin, si j'avais pas eu cet accident, tu n'aurais jamais eu le réflexe de faire ça, en fait. Jamais. Et donc, au bout d'une semaine, donc je continue ma vie, hein, comme si rien n'était. Cette boule est toujours encore là et a un tout petit peu grossi, légèrement. Donc, je décide d'aller voir mon médecin traitant. Et là, la deuxième chance qui me sourit, ce n'était pas mon médecin traitant, c'était une étudiante encore. Mon médecin traitant était malade à ce moment-là. Donc, j'arrive chez l'étudiante, elle me palpe. Et là, je sens à l'intérieur de moi que, tu vois, elle dit rien. Elle palpe, elle ausculte, enfin vraiment pendant 10 minutes. Silence. Calme total. Je me suis dit, bizarre. Donc, elle me dit, écoute, Ludie, on va juste faire une prise de sang et une écho.
OK. Donc je fais ma prise de sang. Sur la prise de sang, les résultats, c'était, j'avais une CRP. La CRP, c'est le taux inflammatoire dans le corps qui était, élevé quand même, hein. Genre normalement, ça devait être à 1, j'étais à 39, tu vois? OK. Donc c'était Ah déjà oui. très Oui. élevé Oui. et mes lymphocytes, c'est les globules blancs qui étaient, en baisse totale. OK. Voilà. Donc je me suis dit: «Bizarre, mais voilà». Donc je prends cette 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 information, information, je vais faire l'échographie et Mmh. d'ailleurs, le radiologue m'avait dit: «Ah vous inquiétez pas madame Vols, c'est une infection du ganglion». Il m'a dit ça. Il t'a dit ça Ouais, avant de ouais, il m'a regarder dit ça. Enfin, au moment où tu as Alors le regardé radiologue ouais. n'a pas vu la prise de OK, sang. d'accord. Du coup, lui, il a juste fait son taf, tu vois? Il a juste dit, Ouais. «Je vais faire la petite échographie à la madame et puis Ouais. après je continue, quoi». Ouais. Donc il m'a dit, «Voilà madame Vols, pour moi, au vu des images, c'est une infection du ganglion». OK. Donc moi, j'étais rassurée. Mmh. Et vu que je m'y connaissais un petit peu en prise de sang, tu vois? Mais voilà, j'avais regardé Mmh. vite fait, je me suis dit: «Oh, voilà». Donc je vais de nouveau voir le médecin traitant. Mon médecin traitant était toujours encore malade. Mmh. Donc je vois cette dame de nouveau et elle me dit: «Écoute», lui dit, «c'est bizarre parce que tu as pas de signes inflammatoires». C'est-à-dire, tu vois, j'avais pas de fièvre, j'avais pas de toux, j'avais pas de rhume, enfin, j'avais rien de tout ça. Par contre, mon taux inflammatoire dans le corps était, Super élevé. à son Graal, tu vois? Mmh. Donc elle m'a dit et c'est la 3e chose qui m'a sauvée, «On va commencer par le pire, pour descendre au moins pire». Et donc le «pire» entre guillemets, c'était du coup de faire un scanner avec, tu sais, produit injecté, Oui. l'iode, Mmh. pour voir, ce qui se passe dans le corps. Donc suite à cela, 4e chose qui m'a sauvé la vie, c'est que j'ai une amie, une très bonne amie qui travaille, en centre de radiologie. Donc j'ai pu avoir un rendez-vous, Assez rapidement. très, très rapidement, en 2 Ouais. jours. Mmh. Et ça s'est très vite enchaîné, 2 semaines après, on m'a diagnostiqué, du coup, le lymphome de Hodgkin, D'accord. en stade 4. Et en fait, c'est très simple, juste pour vous dire à quel point la vie, la chance compte énormément, c'est que quand on me l'a diagnostiqué, il me restait 2 semaines à vivre. C'est-à-dire? On t'a dit, Ben, en fait, c'est simple, j'ai demandé donc on me l'a dit, donc il m'a dit que j'avais un cancer, un lymphome de Hodgkin. J'ai dit: D'accord. «OK» et en fait, moi, je lui ai posé la question: «Est-ce que je suis obligée de faire de la chimiothérapie?» parce que, bah, forcément, je ne connaissais pas. Mmh. Donc je me suis dit: «Bon, je vais quand même demander si c'est obligatoire, si on peut pas trouver une autre solution», tu vois? Vu que, voilà, je m'y connaissais pas dans ce monde-là, c'était tout nouveau pour moi. Oui. Et il me dit: «Écoutez madame Vol, c'est simple, si vous prenez pas de chimio à partir de la semaine prochaine, il vous reste à peu près une quinzaine de jours à vivre». Waouh. Et dans tout ça, en fait, pourquoi je raconte tout ça? C'est que si j'avais eu mon médecin traitant de base, lui, il m'aurait mis sous antibio. Mmh. Et les antibio, c'est quoi? C'est une dizaine de jours, Ouais. quinzaine de jours. Ouais. Donc en fait, Ouais. j'aurais plus été là. Mmh. Et en fait, tous les éléments rassemblés ont fait que, Tu pu ouais. en fait, En fait, finalement, c'est vraiment c'est un enchaînement de ouais, choses qui ont ouais, fait en sorte que exactement, exactement. Et donc là, bah, tout le processus a commencé à mais s'enclencher très quand vite, on quoi. t'a dit ça, parce que là, on en parle et c'est passé, mais au moment T où tu vis ça Mmh. et on te l'annonce et on te dit: «Voilà, faut que tu partes en chimiothérapie, sinon il vous reste que 2 semaines à vivre». Ouais. Ouais. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le comment est-ce que tu le vis, en fait? Alors c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais je ne l'ai pas mal vécu. C'est OK. très bizarre ce que je vais dire. Mmh. Je Mmh. sais, beaucoup de gens me regardent en mode: «Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire celle-là?» En Ouais. fait, la seule question que j'ai posée à ce médecin, ce n'était pas pour moi, c'était pour les autres. Mmh. J'ai posé la question: «D'accord, mais comment je dis ça à mes proches?» Mmh. Et c'était mon seul problème, en fait. Parce que toute ma vie, depuis tout le temps, en fait, je me suis toujours plus préoccupée des autres que de moi-même et même dans ce moment-là, Mmh. je me suis Tu as plus pensé aux autres. préoccupée des autres Ouais. que de moi. Mmh. Et en fait, j'ai une phrase qui me vient juste là maintenant, c'est que quand j'ai commencé les traitements, j'ai été dans un sorte de déni conscient, tu vois? Je savais que j'étais malade, Mmh. mais je devais tenir bon Pour les pour autres. les autres, Mmh. tu vois? Et donc ce qui fait que, d'une certaine manière, ça m'a sauvée parce que ça m'a permis de me maintenir pendant toute cette année, tu vois? J'étais consciente que j'étais malade, tu vois? Mais Mmh. je devais tenir pour les autres. OK. Donc ça m'a, je sais pas, que ça m'a enlevé un poids, j'ai envie de te dire presque, et donc du coup, ça m'a aussi, du coup, donné de la force pour, ensuite commencer les traitements qui Mmh. étaient pas,
qui sont pas, c'est pas dingue. Enfin, je le recommande Ouais. pas, quoi. Non, ok. C'est pas, voilà. J'imagine, c'est pas... C'est pas l'éclate, quoi. pas dingue. Et du coup, Ouais. l'annonce à tes proches, comment est-ce qu'elle s'est faite? Ah, et très compliqué. Très compliqué. Je suis arrivée chez moi. C'est une amie qui m'a accompagnée ce jour-là, lors du diagnostic. Je suis arrivée chez moi à la maison. Mes parents, je me souviens, étaient dans la cuisine et ma sœur était en haut. Ma sœur est descendue quand elle m'a entendue venir. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de parler. Comme dit, tout se lit sur mon visage. Ouais. Et en fait, je me souviens, on s'est tous les 4 pris dans les bras. Ouais. Et maman m'a dit, t'inquiète pas, enfin, on va y arriver, quoi. Ouais. Tu vois. Mais encore une fois, à ce moment-là, alors que c'était un moment, tu vois, où c'était censé être pour moi, mais encore une fois, je pensais plus aux autres. Tu vois, c'est-à-dire, punaise, je leur fais du mal parce que, voilà, maintenant il y a des traitements lourds qui m'attendent. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pas m'en sortir? Et c'est vrai que, encore à ce moment-là, tu vois, je pensais aux autres. Et ça pendant d'ailleurs toute l'année qui a précédé du coup, les chimios, les opérations et tout ça. Et c'est seulement à partir du moment où j'ai été guérie, donc 1 an après, à peu près, plus ou moins. Que t'as Alors, pensé à toi? non, j'ai mal commencé ma phrase en fait. Oui. Quand j'ai fait du coup mes traitements, Oui. donc j'étais dans ce déni, tu vois. Ensuite, en août, donc j'ai commencé mes traitements en novembre, quelque chose comme ça. Ok. Août-septembre, j'ai terminé, plus ou moins, donc un peu moins d'1 an. J'ai été guérie. Et au fond de moi, je savais que c'était pas terminé. C'est bizarre, hein, mais c'est un Tu le ressenti. sentais? Tu vois, je sentais que c'était pas fini. Du coup, bon, j'étais guérie, j'avais plus de traitement, et ça pendant 4-5 mois à peu près. Ok. Et en fait, toute l'histoire que je vais raconter, même là, hein, les prochains mots que je vais dire, c'est complètement dingue. Vraiment, c'est complètement dingue. Parce que du coup, quand t'es malade, tu as des traitements comment dire? Non, pas des traitements, rappelle-moi. Je sais pas. Des rendez-vous? Des scanners, Des tu sais, scanners, des ok. scanners de contrôle. Oui. Et en fait, j'en avais fait un rappelle-moi, je sais plus, en septembre, fin septembre. Et en fait, on a détecté du coup de nouveau une masse dans mon thorax. Faut savoir, ça j'ai oublié de le préciser, c'était localisé, en fait, j'avais entre guillemets une tumeur de 30 cm sur 20 dans mon thorax. D'accord. En gros, c'était ça le cancer, sauf que vu que c'est le cancer du système lymphatique, en fait, c'est partout. Tu vois ce que c'est le système lymphatique ou pas? Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Du coup, ils se disent, en gros, le système lymphatique, c'est quoi? C'est comme le système sanguin, donc tu as les artères et les veines, et le système lymphatique, si tu veux, c'est un peu aussi, c'est un système en fait, c'est dans tout ton corps, de la tête aux pieds. Donc, quand on détecte un lymphome de Hodgkin, qui est donc du coup un cancer, en fait, la cellule cancéreuse, le nid chez moi était ici, mais par contre, ça circule partout dans la lymphe, donc finalement, le cancer, il est un peu partout. C'est pour ça que ce cancer, il n'est pas opérable, parce qu'en fait, finalement, c'est partout, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait du coup ce scanner de contrôle, et c'est là on a détecté de nouveau une masse au niveau de mon thorax. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, maintenant c'est mort, je fais plus de traitement. J'étais fatiguée, j'étais épuisée de mon année de chimio. Ils ont été très durs, c'était très lent. C'est-à-dire? Très dur physiquement. C'est des traitements qui sont très lourds. J'ai eu une des chimios les plus fortes qu'il y a sur le marché. Vu que c'était, en gros, c'était comment on appelle ça, tu sais, quand t'es à 2 doigts de mourir. Tu sais, ils te donnent des traitements. Comment on appelle ça? Non, palliatif. Je sais plus. C'est pas le mot, non, je sais pas. Tu sais, j'ai plus le mot. Tu sais, engagé. Le corps vital engagé. Bref, je sais plus. Je sais pas. Bon, on en tout va cas, laisser tomber. on va laisser tomber. Je sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est ça qui est marrant. Hein. Bref. Si t'as trouvé. Style vital. Ah, merci Christophe. C'est ça? Exact. C'est j'ai un point qui s'est enlevé là. J'avais le pronostic vital engagé. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu de la chimio qui était très forte. Et en fait, dis-toi que la première chimio que j'ai eue, elle était tellement forte que la tumeur de 30 cm, elle est partie en une fois. Ok. Non, mais juste imagine. 8 litres de chimio. Ouais. C'est... Voilà, j'étais 4 jours à l'hôpital en soins intensifs pour être surveillée, parce que du coup, ça peut à tout moment... on dérape. Mais du coup, on était à... On a revu... quand on a fait l'examen pour vérifier, on a revu une masse. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit,
je retourne pas là-bas. Mmh. Parce que Mais tu étais fatiguée ah de ouais, j'étais fatiguée, j'en pouvais Mmh. plus. J'étais fatiguée, j'étais épuisée mentalement et physiquement. Donc déjà, tu as les effets secondaires de la chimio, tu vois? Et ça, c'est toujours pareil, on en parle pas souvent, mais les effets secondaires, bien évidemment, tu les as sur le moment, tu les as quelques semaines après, mais en fait, ça te suit toute une vie. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, là, maintenant, actuellement, j'ai 28 ans, mais mon corps, il en a 10 ans de plus. Parce qu'en gros, la chimio, ça tue le cancer, mais ça tue aussi ton corps, finalement. Mmh. Et donc du coup, je voulais pas y retourner et même mentalement, encore une fois, je pensais plus à mes proches. Je me suis dit: «Je peux pas encore une fois». Les remettre dans ça. Ah ouais, non, Mmh. vraiment, c'était, enfin, plus fort que moi Mmh. et c'est là où la vie a bien fait les choses. Donc j'ai dû faire une biopsie, qui a duré, 6 heures. Ils m'ont ouverte, ici sur le côté Mmh. et donc pour arriver ici, donc ils ont pris une biopsie. Tu sais, c'est un prélèvement, Oui. du coup, pour voir ce que c'est. Et ça, c'est dingue parce que cette petite tache-là qui était là, elle faisait 3 centimètres. L'aiguille de la biopsie, c'est une toute petite, hein. Mmh. Donc ils ont poncté plusieurs fois dans les 3 centimètres. Devine ce qui est ressorti? Rien. Rien. C'est ça. OK. Madame, vous avez pas besoin de retourner en chimio. Mmh. J'ai dit: «Incroyable». 3 mois après, je refais un scanner, ça a grandi. Je refais une biopsie Et là, et là, c'était cancéreux. C'était cancéreux depuis le depuis début, le hein. début, ouais. C'est juste Mmh. que je pense que la vie, elle savait que j'allais pas retourner là-bas Mmh. enfin, à la première fois. J'étais trop fatiguée et en fait, 3 mois après, d'une certaine manière, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis dit, «OK, il faut que tu te prépares», tu vois? Mmh. Et là, les résultats sont sortis positifs. Enfin positifs, dans le sens où, du coup, c'était, le lymphome de Hodgkin, quoi. Mmh. Alors que c'était la même chose. Ah, c'était la même C'était masse la même qui, chose, mais enfin, c'est dingue. c'est dingue, Donc ouais. la vie ou l'univers ou Dieu, peu importe comment on peut appeler ça, Mmh. a fait en sorte que: «OK, vas-y, on va te laisser encore 3 mois de Mmh. répit», Repose-toi pendant 3 ouais, c'est mois et ça, puis, exactement. ouais. Ah, c'est ça, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a marquée Mmh. parce que, bah, c'était la même chose, tu vois? Enfin, les chirurgiens, ils ont piqué, à plusieurs endroits en Mmh plus. mh. Enfin vraiment, moi, je trouve ça juste, incroyable. Incroyable. Mmh. Et donc du coup, en mars 2022, du coup, pour un peu situer de nouveau, j'ai eu ma première récidive du lymphome de Hodgkin de nouveau Mmh. et c'est là où ça a été je pense que ça a été les 6 mois les plus, durs de Dur ma de ta vie. vie. Ah ouais, ouais, parce que du Mmh. coup, j'ai ce déni qui est tombé. Parce qu'en fait, je n'avais tellement plus de force que je n'avais plus de force, en fait, pour les autres et je savais que si je voulais survivre, il Il fallait fallait d'abord que que tu penses à toi à ce ouais, moment-là. ouais, exactement. Mmh. Donc au-delà du fait qu'on m'a diagnostiqué une récidive, j'ai eu juste à côté un énorme travail à faire sur moi qui était de me trouver, de trouver mon authenticité, ma vérité et d'une certaine manière, la force nécessaire pour avancer Mmh. et pour survivre. Mais pour ça, il fallait que je pense à moi, Mmh. tu vois? Donc tu as Et été ça, vraiment ça t'a poussé ça m'a dans tes à retranchements et dans fond. Ah oui, dans mes plus profonds traumatismes, mmh. que j'ai pu avoir. Enfin vraiment, ça a été, 6 mois qui ont été extrêmement durs, que ce soit même sur le côté, des chimios, hein. Il y a des chimios et ça pareil, encore une fois, c'est un truc de dingue. Les 4 chimios qu'on m'a données, elles n'ont pas marché. En fait, ça a tué mon corps, mais ça n'a pas Mmh. tué le Tu es le cancer. cancer. Le cancer, il se développait toujours encore. Mmh. Et donc, il est arrivé un moment où le médecin, il m'a regardée. Il me l'a pas dit comme ça, mais Ça voilà. voulait dire, ouais. Ça voulait dire qu'en fait, il y a plus de traitement et en fait, on sait plus quoi faire et en fait, à ce moment-là, j'ai eu le deuxième déclic et c'est là où, pour la entre guillemets, «pour la première fois», mais pas vraiment vu que je l'ai ressenti à l'accident, mais j'ai vraiment ressenti la mort, tu sais? Mais Mmh. cette fois-ci, c'était une mort un peu plus lente, tu sais? C'était pas sur le coup comme à l'accident où tu sens vraiment que: «Waouh, C'est ça va là, en fait, arriver». c'est là tout de suite. Ouais, Mmh. mais et là, c'était vraiment: «OK, en fait, je vais mourir». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et est-ce que Et c'est quelque chose dont je sais qu'on n'a pas tous le même rapport avec la mort, oui, justement. oui. Est-ce que c'était quelque chose dont tu avais peur? Est-ce que c'était quelque chose, que tu savais, inévitable? Comment est-ce que quelle était ta vision de la mort à ce moment-là? Alors je t'avoue que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui
comment dire, qui pensait pas trop à ce genre de questions. Ok. Tu vois, c'est la première fois du coup que j'ai été confrontée à ça Mhm. et où à ma récidive, c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre à me connaître différemment, tu vois, que se regarder dans le miroir. Se regarder À l'intérieur. à l'intérieur de soi, regarder à quoi ressemble un petit peu ton âme, regarder à quoi ressemble la Ludivine en enlevant tous ces masques que la société veut qu'on ait finalement. Et du coup, j'ai pas envie de te dire que j'avais peur de la mort, mais j'avais plutôt peur de comment j'allais mourir, tu vois, avec de la souffrance. Est-ce que j'allais mourir étouffée? Enfin, tu vois, c'était plus ça. Mais de la mort directement, j'avais même pas tellement peur. Et tu sais quoi, à ce moment-là, je me suis même dit, ben écoute, si je dois souffrir comme ça pour le reste de ma vie, je préfère mourir. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, alors là, pour les 6 mois que j'ai passés là, avec les traitements chimiques qui n'ont pas marché, je te jure que dans ma tête, je me suis dit qu'on m'apaise mes souffrances. Tu vois, donc c'était même pas forcément la mort qui me faisait peur, c'était plutôt de quelle manière j'allais mourir, entre guillemets. Mais du coup, quand le médecin il m'a annoncé ça, je me souviens, comme si c'était hier, c'est une étape, entre guillemets, clé dans ma vie. C'est que le médecin, il est sorti de ma chambre d'hôpital, j'étais seule à ce moment-là. Parce que du coup, il faut aussi le dire, il y avait le Covid, donc pas forcément pas le droit aux visites. Donc j'ai fait une bonne partie de mon cancer seule, ce qui rend les choses un peu plus complexes aussi et qui te met directement face à toi-même, quoi. Et je suis allée dans la salle de bain de l'hôpital, enfin de ma chambre, pardon, et je me suis littéralement effondrée par terre, donc dans la salle de bain. Et là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, avec cette sensation de je vais mourir, tu vois. Et là, quand j'étais en train de pleurer et je sens à l'intérieur de moi une petite voix qui me dit, ne t'inquiète pas. Mais c'est presque, je peux même pas t'expliquer exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était comme si quelqu'un, tu vois, me prenait dans ses bras et me disait, Ludie, surtout ne t'inquiète pas, parce qu'en fait, ça va très bien se passer. Et je savais pas encore à ce moment-là que j'allais en faire une force, que j'allais être sur les réseaux, que j'allais en parler et que j'allais potentiellement en faire presque ma mission de vie finalement, tu vois. Et je me suis relevée, j'ai continué à faire mon traitement et je suis rentrée chez moi en sachant que j'allais mourir. D'une certaine manière, tu vois, du moins de ce que les médecins m'avaient dit. Et donc j'étais 2 mois, un bon 2 mois chez moi à la maison, en sachant que, voilà. Et en fait, c'était les 2 mois les plus forts, émotionnellement et spirituellement et même physiquement de ma vie, parce que c'est là où il y a eu ce switch, en fait. Ce switch d'énergie, ce switch de ma propre personne, en fait. J'ai complètement effacé ou non, j'ai complètement revu mon identité, mais dans sa globalité sur toutes les sphères. Et 2 mois après, le médecin, il m'appelle, il me dit: «Écoute Ludie, on va essayer quelque chose». Donc en gros, si tu veux, j'ai été un petit peu, un rat de laboratoire, le quoi. cobaye, un petit peu. Le cobaye. Ouais. Donc il fallait que je signe des papiers et tout, hein. Je savais pas dans quoi j'allais m'engager, je me suis dit: «Bon, Let's go, on essaye, quoi». Donc finalement, on a fait du coup des séances de radiothérapie mélangées avec de l'immunothérapie. D'accord. Tu vois ce que c'est de l'immuno ou pas? Ouais. Et en fait, j'ai eu ça pendant un bon 1 mois et demi, à peu près 2 mois. J'en suis ressortie, pas indemne du coup parce que j'ai été brûlée du thorax jusqu'à la tête, tout le visage et tout le thorax, j'ai été brûlée. Voilà, c'est comme ça. Je suis allée voir un magnétiseur, un coupeur de feu pour enlever tout ça. Alors j'y croyais pas forcément au début, hein, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Et bien figurez-vous que 3 jours après, je n'avais plus rien. Enfin, c'était assez impressionnant. Alors j'ai fait ça à la fin de mes traitements. Faut quand même préciser, je l'ai pas fait pendant, je l'ai fait à la fin, parce que je vais préciser, elle fasse des dingueries là. Et donc il a réussi à tout m'enlever en l'espace de 3-4 jours. Enfin, il a travaillé 2 heures sur moi et je te jure, hein, ça c'était mon visage. Sa main, elle était à 10 cm de mon visage. Il m'a pas touchée. Ok. Incroyable.
Donc et je l'ai senti de moi, hein. Enfin vraiment, j'ai senti les gouttes de sueur, tu sais, couler sur mon visage. Impressionnant. Enfin, faut le vivre pour le Ah ouais, comprendre, je je pense qu'il pense. faut le vivre pour le comprendre, Ouais, 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 ouais. effectivement. Donc j'ai senti la chaleur sortir de mon corps. C'est Et moi, j'étais juste couchée sur mon dos. Sur ton... Ça se dit sur ton dos, ouais. Ah oui, couchée, ça se dit. ça se dit. Et il m'a pas touché. Il était à 10 cm de mon visage. Enfin, impressionnant. Impressionnant, je recommande. Alors, bien évidemment, il faut faire attention, parce qu'il y a des charlatans un petit peu partout. Mais bon, après, tu vas me dire, il y a kiné et kiné, il y a médecin et médecin. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc bon. En tout cas, là, ça a très bien marché sur moi. Et je pense, 3-4 mois après, j'ai été en rémission complète. Donc la rémission, c'est du moins ce que les médecins ils appellent ça comme ça, c'est que sur l'imagerie, donc sur les scanners de contrôle, tu vois plus rien. Voilà, ça veut pas dire que tu es guéri, ça veut juste dire que on appelle ça la rémission. Disons que tu es toujours sur le banc de touche, mais il y a un peu de sécurité, quoi. Ouais. Tu vois. Et en fait, suite à ça, j'ai eu pendant encore une fois 1 an et demi ce traitement d'immunothérapie. En fait, on appelle ça des traitements de fond. D'accord. Tu vois, juste pour voilà, que le système immunitaire, il s'habitue un petit peu à la paix, tu vois, c'est un peu ça. Et ensuite à ça, j'ai été en rémission complète. J'étais en rémission complète pendant 1 an. Donc j'ai repris ma vie, j'ai repris mon travail. Et ces 1 an-là, comment tu les as vécus? Incroyable. Ah ouais, incroyable. En fait, j'ai essayé, pas de reconstruire ma vie, mais j'ai essayé de me construire ma nouvelle vie, plutôt. C'est plutôt ça, parce que du coup, comment dire? C'est les gens qui me connaissent, mes proches, ils me disent, la Ludivine d'avant, elle est toujours encore là, mais c'est plus la même. Tu vois? Et c'est passé par quoi? Par changement que peut-être même les autres ont pu remarquer? Partout. Partout, c'est l'état psychologique, même mon énergie, mon physique aussi. Les gens, de ma famille me disent aussi, les traits de mon visage ont changé. D'accord. Je pense que quand on a un réel changement, tu vois? Pas juste, on va se dire: «Allez, on va aller à la salle, on va se transformer physiquement», tu vois? Je sais pas si tu as déjà remarqué, il y a des gens qui font une transformation physique et qui l'ont et qui se voient visuellement, tu vois? Et ensuite, il y a des gens qui font une transformation physique, mais aussi à l'intérieur d'eux. Ouais. Donc tu vois, enfin, ils évoluent en même temps que leur physique, mais aussi, spirituellement, intérieurement. Et je trouve que ça se voit sur leur visage. Ça se voit pas que sur le corps, mais ça se voit aussi sur le visage. Et c'est ce que ma sœur m'a expliqué, du moins pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je le vois. Avant, je voyais pas trop. Je me suis dit, de quoi ça fait lunaire. Mais du coup, c'est passé par plein d'étapes, plein de petites choses. Mais je pense que l'étape qui m'a marqué le plus, ou du moins qui m'a aidée, c'est de vraiment commencer à apprendre à me connaître vraiment. Tu vois, à poser mes limites, à penser plus à moi qu'aux autres. C'est-à-dire que quand je vais dans une situation, peu importe laquelle, je vais toujours me demander: «OK, Ludie, comment tu te sens? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as pas envie?» Et si c'est non, c'est non. Et si ça plaît pas, ça plaît pas. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de... Enfin, je pense que plus les femmes aussi, on a tendance à ne pas savoir comment dire non. Et aussi à se dire, même si t'as pas vraiment envie, fais-le quand même, et à se crisper. Exactement. Totalement, je suis d'accord avec toi. Il faut l'apprendre, ça. Dire, moi, je sais que c'est un apprentissage. Je pense que je dis plus non qu'avant. Mais c'est vrai que c'est un apprentissage. Mais totalement. Et après, après, naturel de il faut qu'on soit honnête aussi, c'est qui nous l'apprend? Personne. Donc, à partir du moment où je pense que tu dois, comment dire? Moi, j'appelle ça de l'auto-éducation, tu vois? Je pense à partir du moment où tu dois faire ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, et même si quelqu'un te l'apprend, ça prend du temps aussi, en fait, tu vois? Moi, ça m'a pris, ça fait 5 ans. Tu vois, ça m'a pris 5 ans pour te parler comme je parle aujourd'hui avec toi. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et je pense que dans ce processus de guérison, et peu importe la guérison d'ailleurs, je pense qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et en fait, c'est le processus. Il faut accepter le processus. Si on veut guérir, il y aura toujours des bas. Mais c'est justement ces bas-là qui vont faire que les hauts, ils sont de plus en plus forts. Et qui fait qu'en fait, tu gagnes en confiance et tu te dis: «Ah punaise, mais attends, j'étais en bas la dernière fois,
Là, je suis remontée, mais je suis remontée, mais 10 fois plus forte. Mm. Donc là, si j'ai un bas de nouveau, mais je vais remonter encore mais 20 fois plus Ouais. forte après, tu Ouais. vois. Mm. Et donc, c'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est tout un processus pendant cette année-là, et où je suis partie voyager avec des amis, où je suis aussi partie toute seule, tu vois. J'ose faire des choses que je n'aurais jamais osé auparavant. Juste être toute seule au restaurant, partir en voyage toute seule, enfin faire du shopping toute seule. D'ailleurs, c'est un truc que je kiffe. Plus jamais je fais shopping avec mes potes. Ouais. Voilà, c'est clair. Et en fait, attends voir, en septembre là, 2025, Ok. et ben on m'a diagnostiqué une deuxième récidive. Mm. Parce que du coup, pendant toute cette année-là, il y a quand même des scanners de contrôle, D'accord. tu vois. Donc tu restes en fait dans... T'as quand même un pied toujours dans ce monde-là, Dans le monde tu vois. médical, avec Ouais, les ouais, examens, ouais. les rendez-vous, Ouais. etc. Et il faut savoir que après la rémission, t'es suivi pendant 7 ans. Enfin, du Ok. moins, c'est mon cas. Il y en a, D'accord. je crois, c'est 5. Oui. Mais moi, je suis suivie pendant 7 ans. C'est-à-dire que, tu vois, là, maintenant, on me dit que je suis guérie. Enfin, je suis en rémission. Mm. Pendant 7 ans, je vais avoir des scanners de contrôle. Et D'accord. c'est seulement à Au bout ces de la 7 septième ans-là année que... que les médecins, ils disent, là, c'est bon, t'es même plus en rémission, t'es guérie. Tu vois. Ok. Ouais. Donc c'est un long Et processus, c'est un c'est long un parcours. long processus, et si on n'arrive pas à faire la paix, tu vois, avec ce processus-là, je pense que c'est à ce moment-là où, en fait, on s'auto-sabote un petit peu. Mm. Tu vois, si on n'accepte pas ce processus-là et de se dire que, ben voilà, je suis là-dedans, et ça pour les 17, 8, 9 prochaines années de ma vie, c'est comme ça. Et si on n'arrive pas, tu sais, à trouver cette balance à l'intérieur de nous et de se dire, ok, à côté de ça, je vais construire ma nouvelle vie parce que j'ai une nouvelle identité. Mais en même temps, ça me rassure parce que j'ai des scanners de contrôle Mm. qui me disent que, tu vois, quand je vais là-bas, ça me rappelle toujours, enfin pendant l'année où j'ai été guérie, ça me remet toujours les pieds sur terre, de la chance que j'ai d'être encore là, tu vois. Et je pense que même dans les petites choses aussi, tu dois te Mais dire, mais tout, rien que le fait d'être là. Ouais. Ah, je suis gratitude plus, Mm. tu vois, de vous rencontrer, enfin, tu vois, c'est Mm. pour toutes les petites choses qui auparavant sont mais totalement insignifiantes, tu vois. Mm. Même le fait, c'est bête, hein, mais d'avoir à manger tous les jours, d'être dans un pays qui est pas en guerre, enfin, tu vois, de ressentir de la paix, de pouvoir dormir dans un lit, enfin, c'est des choses qui sont tellement basiques, ou même juste de se poser et de remarquer en fait que ton cœur bat. Ouais. C'est bizarre, hein. Qui fait ça? Personne. Personne. Bah ouais. Bah ouais, tu sais, quand ma mère, elle est stressée, comme ça, je dis, assis-toi, écoute ton cœur battre. Elle me Ouais. regarde, elle me dit, Elle devient, Et en fait, ça te montre en fait que il y a rien de plus important dans la vie que de s'asseoir avec soi-même Mm. et de juste s'écouter une fois. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie? Et ça, c'est vraiment, tu vois, c'est pendant toute cette année-là, c'est ça en fait que j'ai travaillé. Sur moi, sur mes envies, sur poser mes limites, sur qu'est-ce que j'aime pas. Parce qu'avant, je pouvais même pas te répondre, tu vois. Ou c'était, du moins, c'était un peu superficiel, tu vois. C'était plus les attentes de la société, mais vraiment ce que moi je voulais dans la vie. Et c'est là aussi où, non, c'est même pas vrai. J'allais dire, c'est là où j'ai commencé les réseaux, mais c'est pas vrai. Je les ai commencés en 2021. Ok. Donc voilà. Mais Donc et une fois qu'on a... c'est ça, en septembre. En septembre, donc, que tu as eu cette malheureuse nouvelle, donc que tu avais récidivé. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cette nouvelle-là? Alors c'est très marrant quand tu dis ça parce que tout le monde me dit malheureusement. Parce qu'en fait, je l'ai vécu dans un premier temps comme ça. Parce que tu vois, je pensais vraiment sincèrement que c'était fini. Vraiment, je me suis dit, bah c'est fini maintenant. Et là, quand j'ai eu la récidive, je me suis dit, oh, ok. Sauf que j'avais tellement fait ce travail à l'intérieur de moi, et ça, encore une fois, ça va paraître fou ce que je vais dire, et je sais que les gens, peut-être, ils vont même pas me croire, mais quand j'ai vécu cette injustice-là, je l'ai appris un mercredi. Le samedi matin, je suis partie en vacances avec une copine à Mykonos. Ok. Je peux te dire, hein, j'ai fait ma valise avec un œil qui pleurait, Et et l'autre œil qui était ouais. j'ai trop hâte de partir, tu vois. Ouais. Donc on est parti en vacances, et en fait, pour la première fois, je suis partie loin de tout, au bon moment.
Mmh. Ma copine, elle est médecin de profession. Et en fait, je savais qu'elle avait les épaules pour supporter ce que j'allais vivre, entre guillemets. Mmh. La première soirée quand on est arrivé, je me suis mise sur le balcon. J'avais Mykonos en face de moi. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'en fait, alors déjà de 1, je me suis dit la vue elle est incroyable, quel honneur de pouvoir pleurer ici, tu vois. Et en fait, j'ai tout lâché, ce que je n'aurais pas fait si j'étais chez moi avec tous mes proches autour. J'ai tout parce que lâché. t'aurais peut-être pas Bah oui, osé ou t'aurais exactement, pas ouais. exactement. Tu vois, malgré les 5 ans qui passent, je fais toujours un tout petit peu plus attention encore aux autres, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature et je l'ai c'est dans ta accepté. nature aussi. C'est dans ma nature, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et là, en fait, j'ai lâché mais pendant 2 heures. Je te jure, je crois que j'avais plus d'eau, je crois, à l'intérieur de moi à la fin. Et après ce moment-là, j'ai vécu mes meilleures vacances de toute ma vie. Et à un moment donné, on était à une soirée à Mykonos. C'était, mais quand je te dis magnifique, je te montrerai les photos après. Mais quand je te dis, c'était magnifique. Il y avait un sunset qui était incroyable. On avait des robes, on était bien maquillés et tout. Enfin, c'était trop bien. C'était la soirée parfaite. Et j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, ici, je reviendrai. L'énergie qui était à ce moment-là était incroyable. Et j'ai eu ce truc quand je suis rentrée de cette soirée-là avec mon ami. Je me suis dit, il faut que je revienne ici, mais encore en mieux, tu vois. Et donc mon ami m'a dit, eh ben du coup on va devoir se battre encore une fois. J'ai dit exactement. Je suis rentrée de Mykonos. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pris mon ordi et j'ai commencé à écrire un livre. Ok. Voilà. Donc là je suis toujours en train d'écrire. Ouais. Et en fait j'ai écrit. Ça t'a inspiré en fait le fait d'être partie loin de tout. Toute mon histoire. Ouais. Toute mon histoire m'a inspirée. Ouais. Et je sais même pas comment t'expliquer. C'était un appel. Un appel de qui? Je pense de l'univers, de Dieu. Encore une fois, on l'appelle comme on veut, mais c'était un appel qui était tellement fort à l'intérieur de moi, qui me disait, Ludie, maintenant ça suffit, tu vas m'écouter. Il faut que tu transmettes tout ça. Et je te jure, du coup, j'étais 3 mois en arrêt. Je suis rentrée de Mykonos le samedi. Le lundi, j'ai commencé les traitements. Donc ça s'est enchaîné très vite. Et en fait, j'étais, tu vois, 3 mois à la maison. Ouais. Pendant ces 3 mois, j'ai écrit tous les jours, entre 5 et 6 heures, je crois. Là, quand je te le dis, je suis complètement dingue. Parce qu'en plus, moi, je suis pas une personne qui lit beaucoup. Donc, Ludie qui écrit lunaire. Ah là, c'est lunaire. Ma soeur était là, mais ça va, Ludie? Est-ce que tu vas bien? C'est déjà dit, la radiothérapie, lui. Ouais, le cerveau, là, ça va bien. Ça va pas trop, Ludie? Mais en fait, c'est tellement, là, je crois que j'ai pas écrit un énorme truc, mais on est à 120 pages, quelque chose comme ça. Mais c'est pour quelqu'un déjà qui ne lit pas, qui n'écrivait pas, qui n'avait pas d'écrire, c'est que c'était vraiment plus fort que toi et comme tu l'as dit, c'était un appel que t'as ressenti. Clairement. Donc tu t'es exécuté, quoi, en fait. Clairement. Et en fait, plus j'avançais dans mon écriture et plus j'ai remarqué que ce que j'écrivais, en fait, c'était pas pour moi. Cet appel intérieur, c'était pour toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, tu vois. Et en fait, j'ai compris que ma mission de vie, parce que moi, je pars du principe qu'on arrive sur Terre avec une certaine mission, il y en a d'autres qui se disent, non, on est juste là pour kiffer, et puis voilà. Moi, j'ai toujours cherché cette mission. J'ai toujours cherché à trouver qui j'étais, j'ai toujours cherché... Et d'ailleurs, je me suis jamais sentie à ma place dans ce monde-là. Quand j'étais petite, je cherchais toujours des amis, j'avais pas beaucoup d'amis. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'amis. On m'a toujours considérée comme une fille un peu bizarre. Je le suis. Je suis un peu bizarre, tu vois. Mais aujourd'hui, je l'accepte complètement. Et en fait, ce livre, je l'ai écrit pour toutes les personnes en fait qui se sentent perdues, qui traversent un moment compliqué. Moi, j'appelle souvent ça un peu les ténèbres. Et en fait, tout ce que j'ai écrit là, c'est juste pas pour sauver, parce que je suis pas là pour sauver les gens, mais je suis là pour tendre une main. Et si la personne, elle prend la main, tant mieux. Si elle la prend pas, c'est pas grave. Mais il fallait que cet appel intérieur, c'était vraiment, tu sais... comme si je devais transmettre ça. C'était plus fort que tout. Et du coup, je me suis exécutée à le faire. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que ma récidive, elle était là pour ça. C'est pour ça que malheureusement, du coup, c'est pas forcément comme ça que tu le vois aujourd'hui. Une bénédiction, carrément. Ouais.
Ouais, et mon cancer d'ailleurs, faut que j'arrête de dire mon cancer. La maladie. Je me suis dit la même chose quand je t'ai dit ta maladie. Je me suis dit, Oui. mais en fait, non, fallait que je me rectifie. Totalement. Mais c'est aussi de ma faute parce que je l'ai beaucoup dit. Hein. Ouais. Et c'est seulement là, depuis ma récidive, Mm. la récidive, je me corrige, Oui, hein, oui. que je ne dis plus mon cancer, ma maladie, ma récidive. Je dis la maladie, Oui. la récidive, le cancer. Oui. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, et je l'assume aujourd'hui, j'ai un peu vécu une relation un peu toxique finalement avec la maladie. Parce que je me suis dit, il faut que je continue à être forte, tu vois. Il faut que je continue parce qu'en fait, ça m'a fait évoluer. Ça m'a fait grimper, mais comme je pense, je n'aurais jamais grimpé si je n'avais pas eu la maladie, ça, c'est certain. tu vois. Et donc, du coup, d'une certaine manière, je me suis dit, oh, mais attends, si, c'est bizarre ce que je dis, hein. Mais d'une certaine manière, je me suis dit, punaise, mais en fait, ça m'aide à devenir la personne que j'ai envie de devenir. Donc, au pire, je me dis, vas-y, j'ai une 3e récidive, ben, c'est pas grave parce que je sais que je vais encore plus monter. C'est bizarre, hein. Ouais. Et ça paraît fou quand j'explique ça. Et en fait, j'ai eu ce déclic-là. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, et j'ai vu, et d'ailleurs des gens sur mes réseaux sociaux m'ont dit, bon, Ludie, il faudrait peut-être que tu arrêtes de dire mon, de vraiment me l'associer, parce que ça fait partie de moi. Et d'une certaine manière, quand on est un peu philosophe, on se dit, bah, c'est à l'intérieur de moi. Donc c'est à moi. Ça m'appartient. Ouais. Ça fait partie de moi. De mon identité, finalement. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est un peu bizarre et c'est très subtil, tu vois. Mais et quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que je l'associais à mon identité. Je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes là. Mais ça, je me suis jamais rendu compte de ça auparavant. Je me suis seulement rendu compte de ça maintenant. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, plus rien ne pouvait... alors, ne jamais dire jamais, mais plus rien ne pouvait m'atteindre en ce qui concerne la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de la manière dont je peux mourir. Je sais que... Comment dire, je sais que je suis d'une certaine manière protégée et que la vie, d'une certaine manière, le hasard n'existe pas pour moi. Tu vois, la vie est écrite et que on a le libre arbitre sur comment on va percevoir les choses qui vont arriver dans notre vie. Effectivement, oui. Et c'est là où tout a de nouveau recommencé dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est incroyable, je peux créer quelque chose en fait, j'ai envie de donner une nouvelle perspective aux malheurs qui peuvent nous arriver dans notre vie. Tu vois, de par ma propre expérience, mon vécu. Exactement. Et donc, quand tu parlais de ce livre qui, pour toi, va être un signe d'espoir, on va dire une main tendue, comme tu l'as dit, qu'est-ce que tu veux que les personnes qui vont lire ce livre et qui sont justement dans ce désespoir-là, dans ce manque d'optimisme, dans ce manque de confiance en la vie, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils apprennent, qu'ils retiennent de ça, de ton message? Alors, je pense que la phrase qui pourrait définir tout ce que tu viens de dire là, enfin la question que tu as posée, ça serait que la vie, elle est bien faite. Et que malgré les ténèbres qui sont bel et bien présentes dans ce monde-là, on va pas se mentir, que, en fait, d'une certaine manière, il y aura toujours de la lumière. Mais la question, c'est est-ce que tu as envie de la voir, la lumière? Tu vois? Et moi, j'ai envie de partager ça aux gens, que même si tu ne la vois pas, la lumière, elle est toujours là d'une certaine manière. La question, c'est est-ce que tu veux la voir? Donc, c'est vraiment... Enfin, on est libre, en fait. Je pense que nos actions doivent être dictées aussi par la manière dont nous, on perçoit Totalement. les signes et les choses qui nous arrivent, en fait. Totalement. Moi, j'ai toujours dit à mes proches, si tu as envie de connaître quelqu'un, pose-lui une question sur sa vie et écoute non pas ce qu'il raconte, mais écoute la manière dont il le raconte. Écoute la manière dont... l'intonation qu'il a, les mots qu'il utilise, l'énergie qu'il a aussi quand il parle de ça. Et c'est là où on connaît... Enfin, on arrive à un peu connaître, à déceler qui est la personne en face de nous. Et moi, je suis mais persuadée du plus profond de mon âme, en fait, aujourd'hui, et j'en suis la preuve vivante que ce qui t'arrive dans ta vie ne te définit pas. Ce qui va te définir, c'est la manière dont tu réagis, la perception que tu donnes aux choses. Et moi, je le dis toujours aux personnes qui me suivent sur les réseaux ou même aux gens extérieurs à moi, mes proches, que au début, on a le droit d'être triste.
On a le droit d'être en colère contre la vie, on a le droit d'haïr les gens, on a le droit voilà, de vraiment de péter un plomb, de casser des trucs, on a le droit. Parce que, tu vois, je prône pas la pensée positive. C'est pas ça que j'ai envie de faire, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Elle est pas que dans le positif, elle est pas, voilà, dis devant le miroir que tu es belle et tu le seras. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis... Voilà, c'est pas ça que j'ai envie de dire, parce que ça ne marche pas aussi simplement la vie, et c'est plus complexe que ça. Et mais là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Alors, ce que je voulais dire, c'était... c'est dont on parlait, c'est du fait que par rapport à comment est-ce qu'on vit les choses, qu'elles soient négatives ou positives, il faut voir la lumière. Et donc dire que au début, quand ça arrive des malheurs, t'as le droit d'être triste. Oui, exact, merci. Maintenant, je retrouvais. Oui, c'est ça. Donc oui, forcément, t'as le droit de voir les choses comme ça. Mais en fait, c'est ce que je dis toujours aussi, c'est que dans la vie, on a toujours le choix. Et ça, les gens, ils aiment pas l'entendre. Là, les gens, ils ont du mal avec ça. Comment ça, un choix, c'est pas vrai. Si t'as un cancer, tu le choisis pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a des choses dans la vie où, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, il y a beaucoup de chance aussi dans la vie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des choix. Et moi, il y a toujours 2 chemins dans la vie. Soit il y a le chemin où tu décides de faire de ce qui t'arrive un fardeau, donc quelque chose que tu vas porter avec toi longtemps, jusqu'à ta tombe finalement, ou en faire une putain de force. Et les 2 chemins sont OK. Il n'y en a pas un mauvais, enfin du moins il n'y en a pas un qui est plus négatif que l'autre. C'est un choix. Tu vois. Et ça, je le répète souvent aux gens. Mais c'est vrai qu'il y a enfin, je pense que les gens ont beaucoup de mal avec le fait, la notion de choix. Ah oui. Et de dire ah oui. Ah mais non, j'ai pas choisi. Ah oui, mais c'est beaucoup plus facile de remettre la faute sur les autres, sur la vie, sur son voisin, que de nettoyer son propre palier. Je me dis toujours qu'il faut d'abord nettoyer un peu son propre palier avant de nettoyer ceux des autres. Mais c'est très compliqué parce que du coup, ça demande de faire un travail sur notre propre ego. Et travailler sur son ego, c'est très désagréable. Et il faut avoir de la force pour faire ça. Et il faut déjà d'abord s'en rendre compte, d'ailleurs. Parce que tu vois, la première étape, c'est toujours ça. En fait, la première étape, c'est quoi? C'est apprendre à se connaître. Qui je suis. Tu vois, c'est-à-dire, si maintenant tu me poses une question, ça va m'irriter un petit peu. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les gens qui sont pas trop un peu dans le développement personnel et tout, ils vont se dire, ta question, elle m'embête. J'aime pas ta question. Donc, je t'aime pas toi. Moi, si tu me poses une question et la question m'irrite, je suis arrivée à un stade de ma vie où je vais me dire, intéressant ta question. Pourquoi ça fait quelque chose à l'intérieur de moi, là? Tu vois ce que je veux dire? Je vais me dire, pas mal. Tu vois, alors qu'une question où je suis à l'aise, je vais me dire, bah, ça, je connais, je suis à l'aise avec ça, j'ai déjà guéri cette question-là, entre guillemets, tu vois. Mais si tu me poses une question qui va... où je sens intérieurement que ça va se tendre, je vais me dire, intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Après, tout est une question de balance dans la vie. Tu vois, je suis aussi tombée dans l'extrême, où j'ai commencé à je prends l'exemple là de la question. Ok, qu'est-ce que je peux guérir? Ok, qu'est-ce que je peux faire pour... nanana. Là, c'est juste... Moi, je suis arrivée où, tu sais, cet équilibre. À l'équilibre. Juste, ok, cette question m'a un peu tendue. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi? Je vais le garder dans un coin de ma tête, mais ça va pas prendre toute la place dans ma tête. Tu vois, il faut pas tomber dans l'extrême, je pense. Faut trouver une certaine balance. Et je pense c'est dans tous les aspects de la vie. Trouver la balance dans la vie, c'est un chemin. C'est un chemin parfois. Toute une vie. Effectivement, c'est vraiment. On est d'accord. Parce qu'au fur et à mesure, on apprend. Après, parfois, on tombe dans les extrêmes. Et en fait, moi, c'était par rapport à ce que je dis, ça me fait vraiment penser à moi par rapport à comment voir les choses qui nous arrivent et comment voir la vie en général et comment prendre les obstacles ou les choses qui nous arrivent, qu'on ne choisit pas, qui nous sont imposées et avec lesquelles après on doit dealer tout le reste de notre vie. Exactement. Dealer, c'est le bon mot. Ouais, c'est ça, c'est... Dealer, c'est là. C'est là. Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais c'est vrai que parfois, moi j'ai eu ce moment où je voulais limite être dans le déni. Ah non mais je vais bien. Ah mais ça m'a rien fait. Ah non mais là tout va bien en fait. Ah super. Et puis en fait t'avances, et après tu te dis finalement quelque chose. Ouais, donc faut aussi vraiment s'écouter et comme tu dis trouver l'équilibre entre l'introspection
et continuer à vivre, et pas que si toutes nos questions prennent toute la place. Exactement. Et finalement, c'est contre-productif, en fait. Exactement, et se laisser vivre aussi de temps en temps. Tu vois, faire des conneries de temps en temps. Dire de la merde aussi de temps en temps, c'est bien aussi. Ouais. Tu vois, c'est bien. Se prendre la tête avec quelqu'un, pas toujours chercher le pourquoi du comment il dit ça parce qu'il a un traumatisme de sa mère, de son père. Non, au bout d'un moment, si tu m'énerves, je peux aussi te le dire. Ouais. Par contre, après, c'est aussi ton job à toi de te dire, ok, ce qu'il a dit m'a énervé, je lui ai dit. Et après, quand tu rentres à la maison, tu vas dire, mais ok, mais pourquoi ça m'a énervé en fait? Pourquoi ça m'a autant énervé? Pourquoi ça m'atteint autant? Tu vois? Ouais. Juste trouver le juste équilibre. Mais encore une fois, je pense que c'est le travail de toute une vie. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut prendre tout ça à la légère. Ouais. Tu vois, c'est... Moi, je pense que les gens, parfois, même dans les plus grands malheurs, hein, et quelqu'un qui a traversé, du coup, la maladie et qui est encore en train de la traverser, je le dis, c'est que il faut pas trop prendre la vie au sérieux. Tu vois, j'allais te demander ça. Comment tu vois la vie aujourd'hui? Ouais, il faut pas trop prendre la vie au sérieux. Faut... Je pense que j'ai réussi à trouver mon équilibre à partir du moment où j'ai juste commencé à m'écouter, où j'ai juste commencé à apprendre à me connaître. Mais tu sais, réellement. Pas juste, j'aime le rose, j'aime le vert. Non. Genre, tu vois, réellement. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où instinctivement, t'arrives à poser tes limites. Tu vois, si maintenant toi, tu vas me dire, Ludie, vas-y, viens, on va faire ça. Sauf que moi, je sens à l'intérieur de moi que je suis trop fatiguée. La Ludie d'avant, t'aurais dit, ah bah oui, totalement. Là, la Ludie d'aujourd'hui, même si j'ai envie de te dire oui, et je suis à 2 doigts de te dire oui, je vais te dire, écoute, Luz, je suis un peu fatiguée là, mais peut-être la prochaine fois. Ou peut-être on fait juste une chose des 5 choses que tu m'as dites. Tu vois, je pense que c'est la première étape pour être en paix dans sa vie. C'est apprendre, mais vraiment à se connaître. Et mettre un peu son ego de côté, ce qui est pas facile. C'est très compliqué. Et souvent, les gens ils me disent, mais comment on met son ego de côté? Comment on sait quand c'est de l'ego, quand c'est pas de l'ego? Souvent, ce que je réponds, c'est... En fait, il faut t'analyser au quotidien. Pas juste quand t'es conscient que tu vas pas bien, mais aussi dans tes interactions, tu vois. Comme je te l'ai dit avant, tu sais, qu'est-ce qui t'irrite, qu'est-ce qui t'irrite un peu moins, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien, dans la vie de tous les jours. Tu vois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on apprend tout doucement un peu à se connaître et qu'on pose un peu nos limites et qu'ensuite, on arrive à trouver une certaine paix. Enfin, du moins, c'est ce qui est arrivé à moi. C'est que, en m'écoutant, en fait, j'ai trouvé ma paix. Tu vois, pas parce que je me respecte, en fait. Tout simplement, je respecte mes limites, je respecte mes besoins, entre guillemets. Et ce qui fait que je suis totalement en paix. Mais sur tous les plans de ma vie. Ça s'entend, en plus. Tous les aspects de ma vie, vraiment. C'est ok. je le dis souvent. Mes proches n'en peuvent plus. Je dis, j'en ai marre que tu dises ça. C'est ok. Non, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Excuse-moi, mais c'est vrai. C'est ok. Tu vois. Et d'ailleurs, par rapport à ton livre que tu as écrit, il me semble que j'ai vu le titre que tu as publié. Donc, Pourquoi moi, c'est bien ça? Pourquoi moi, oui, c'est ça. Ce titre est très évocateur et je pense que il m'a directement interpellée parce que, pour revenir à ce que tu dis, généralement, quand il y a des choses qui nous arrivent, et j'en ai parlé aussi déjà sur la chaîne, moi, quand j'étais diagnostiquée par l'endométriose, par exemple, ou peu importe ce qu'on vit, il y a pourquoi moi, en fait. Et parfois, c'est même une pensée qui est assez destructrice parce qu'on se dit, mais en fait, et puis tu commences à te dire, mais moi, je suis une personne bien, la dernière fois, j'ai aidé telle personne, je fais pas de mal. Et donner de l'argent à SDF. Ouais, voilà, quoi. Pourquoi pas le voir ça, en fait? Est-ce que déjà, t'es passé par cette phase-là du pourquoi moi? Et aux personnes qui sont encore parfois dans cette idéologie-là, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? En fait, j'ai envie de répondre à la question pourquoi moi. Est-ce que je me le suis déjà posée? La réponse, c'est oui. Ok. Mais pas beaucoup de fois. Ok. Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais... Ça va paraître un peu égoïste, ce que je vais dire, mais j'ai compris que j'étais ma venue sur Terre, entre guillemets. Il faut un peu croire à tout ça, mais c'était de transmettre ça. Et cette question de pourquoi moi n'a jamais été omniprésente à l'intérieur de moi. J'ai eu une force, et Dieu merci, qui a été
elle ne s'explique pas en mots, tu vois. Mm. Ce que j'ai vécu, la force que j'ai eue à ce moment-là dans la salle de bain, quand j'étais assise par terre, je ne peux pas la décrire. C'est une force qui est venue à l'intérieur de moi et qui m'a dit, Ludie, ne t'inquiète pas, c'est là pour une raison. Et je me suis accrochée à ça. Et ce qui fait que, d'une certaine manière, j'ai jamais perdu vraiment espoir. Tu vois. La seule fois où je me suis posé cette question, pourquoi moi, c'est quand ma récidive est arrivée et quand les traitements n'ont pas fonctionné. C'est la seule fois où je me suis posé la question, pourquoi moi, et où j'ai ressenti la mort, tu vois, vraiment réellement. Parce que ça, c'est une sensation très spéciale. Mais je me suis pas beaucoup de fois posé la question, pourquoi moi. Et je réponds à ta deuxième question qui est, qu'est-ce que je dirais à ces gens qui se posent cette question-là? Je dirais que je pense que il faudrait pas arrêter, mais comme j'ai dit avant, prendre la vie un peu moins au sérieux. C'est-à-dire que la question pourquoi moi, elle est très lourde. Enfin, elle peut être très lourde pour des personnes qui vivent des choses très compliquées, très, très noires, j'ai envie de dire. Je pense que il faut pas chercher une réponse à cette question. Je pense qu'il faut plus essayer de comprendre le sens de ce qui nous arrive. Le sens du diagnostic qui a été posé ou de la situation qui nous arrive. Et de ce sens-là, encore une fois, soit de prendre ce chemin-là, soit de prendre l'autre. Un des deux. Les deux sont OK, tu vois. C'est clair que si tu prends l'autre qui est un peu plus compliqué, c'est-à-dire où tu vas vraiment porter ce fardeau-là sur tes épaules, je pense que oui, bien évidemment, la question du pourquoi moi reste très dure et reste très lourde. Mais encore une fois, c'est OK, tu vois ce que je veux dire. Et si on va plus vers l'autre chemin, en fait, je pense que, et il est temps de le dire aussi, tu vois, que c'est possible de transformer le pourquoi moi en quelque chose de beau, tu vois, en quelque chose comment dire, quelque chose qui va te servir. Qui va servir aux autres aussi, je pense. Ouais, qui va t'amener peut-être là où tu veux être, tu vois. Je pense que si tu n'avais peut-être pas eu ce diagnostic-là, tu serais pas là. Tu vois, mais en fait, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, dans la phase du pourquoi moi qui a duré un temps. Et ensuite, je me suis dit, de toute façon, c'est là. Bah oui. J'ai espoir que ça ne le soit plus, ou en tout cas que je ressente plus les effets de ça, mais c'est là. Donc maintenant, tu vas pas pleurer pendant 100 ans parce que c'est là. Enfin, tu vas pas arrêter de vivre parce que c'est là. Donc en fait, ça serait bien dommage, que tu fais parce que tu es une belle âme. Merci. Oui. En fait, qu'est-ce que tu fais? On y va en fait, go. Et aussi cette idée de transmission. C'est pour ça que j'ai commencé à en parler sur TikTok, après j'ai commencé à faire ma chaîne, et après, en fait, c'est tout ça dans l'idée de me dire, ok, ce par quoi je suis passée, entre guillemets, déjà, je vais pouvoir aider d'autres femmes qui passeront par là. Et puis même, je me dis qu'il y a plein de choses par lesquelles passent les femmes, en général. Exactement. J'aimerais qu'à chaque phase de cette vie, en fonction de ce qu'elle vit, elle puisse avoir, en fait, un référentiel. Totalement. Donc, je me retrouve totalement voilà. Donc, en fait, la transmission, c'est vraiment le maître mot. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça répond aussi à la question du pourquoi moi, parfois, il faut pas chercher pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Pourquoi. Enfin, il n'y a pas de... Bah non. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est comme toi qui crée la réponse. Exactement. Voilà. Donc, il faut trouver comme tu dis exactement, trouver le sens à ce qu'on vit pour essayer. Ou pas. Oui. En tout cas, si on veut prendre ce chemin-là. Ouais, totalement. Mais je pense que ça a permis aussi d'aller. Je pense pas que sans trouver de sens, on arrive forcément à aller mieux et à dépasser, en fait, la noirceur que l'on peut ressentir quand les choses nous arrivent. En fait, je pense que trouver un sens, en tout cas, essayer de trouver, ça permet de rester motivé, de rester en action et de pas se laisser aller, en fait. Totalement. Et puis j'ai même envie de te dire, même si c'est pas vrai, ce que tu dis dans ta tête. Exactement. Ça n'a pas d'importance. C'est toi qui crée ta réalité. Ouais. Donc, si moi je te dis que ton haut est noir, mais que toi tu dis, ah non, c'est bleu foncé, mais ça tire vers le noir. Les deux ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais oui, totalement. Et il y a une chose à laquelle je me repère, enfin, je m'identifie beaucoup à ce que tu as dit, c'est que tu as envie d'être un repère pour les gens. C'est exactement ce que j'essaye d'être au travers des réseaux sociaux ou du livre que je suis en train d'écrire. Tu vois, je cherche pas à être un exemple parfait ou
ou voilà, à montrer qu'il y a que du positif dans tout ce que j'ai Et faites vécu. comme moi. Pas du tout, pas du tout. En fait, tout Mhm. ce que j'ai envie, c'est d'être un repère pour les gens. Parce qu'en fait, j'aurais aimé avoir un repère Exactement. il y a 4-5 ans, Mm. pour moi, que je n'ai pas eu, Ouais. du coup. Et d'une certaine manière, je le suis ou je suis en train de le devenir, je sais pas. Mm. Mais c'est ce qu'on m'appelle à faire. Mm. Donc, je fais. C'est beau. Merci, C'est c'est bon. Toi aussi, c'est bon. Et là, si on parle du maintenant, Mhm. donc on a parlé de ton livre. Oui. Est-ce que tu as déjà une idée peut-être de quand est-ce que tu aimerais qu'il soit disponible ou pas du tout pour l'instant? Ah, mais en 2026. 2020. Ah oui, Ok, oui, 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 très oui. bien. En 2026, c'est sûr et certain. Ouais. Quand, je ne sais pas trop, Ouais, parce ok. que je suis encore en train d'écrire peaufiner un des petit peu, de choses, peaufiner. bien sûr. Mais je pense avant l'été. Avant l'été. Ouais, Trop bien. quelque chose comme ça, Ok. plus ou moins. C'est À chouette. voir. C'est chouette. Et puis, qu'est-ce que tu te souhaites pour cette année 2026? Comme on est encore au début. J'ai même pas envie de dire la santé, parce que la santé, je sais qu'elle va venir. Mm. Je suis persuadée, tu vois. Mais ce que je me souhaite, ça serait, je pense, la paix. Garder ma paix. Garder cette balance que j'ai trouvée avec la paix, parce que je pense que c'est quelque chose de... C'est quand même assez compliqué de garder sa paix, tu vois, avec tous les facteurs externes qui peuvent t'agresser de droite à gauche. Et de savoir faire le tri, tu vois, des gens qui m'entourent. Le cancer a fait en sorte que le tri se fasse naturellement. Malheureusement, heureusement. Je pense que c'est plus heureusement. Heureusement, ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça, ouais. La paix. Je La me paix. souhaite la paix, de garder cette paix et en fait, je me laisse juste surprendre par la vie. Tu vois, parce qu'encore une fois, on contrôle pas grand-chose. La seule chose qu'on contrôle, c'est la manière dont on va accueillir et ce qu'on va en faire. Tu vois, donc moi, je dis toujours trust the process. Hein. Ouais, trust the process. Trust the process. Trust the process avec l'accent bien français. Ouais, et c'est ça. trust the process For avec sure. l'accent un peu... J'ai Voilà. pas prévu cette blague, mais elle est Ah bien. non, mais... Et puis, est-ce que tu aurais peut-être un dernier message à passer aux personnes qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, qui vont suivre notre discussion, qui te suivent aussi sur les réseaux? Voilà, si tu avais un dernier message, je te laisse. J'ai fait le passer choisir. tellement de messages dans Exactement. cette vidéo, donc Ouais, il y a plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je pense que je vais me répéter encore une fois. Ouais. Mais parce que je pense que les gens, ils ont... Je pense, tu vois, c'est toujours pareil quand tu apprends quelque chose, il faut le répéter. La répétition mène au succès, finalement. Mais c'est que moi, j'y crois profondément que rien n'arrive par hasard dans la vie. Que ce soit les rencontres, que ce soit les maladies, que ce soit même le domaine professionnel dans lequel tu es, les gens que tu rencontres, peu importe la famille dans laquelle tu es, rien n'arrive par hasard dans la vie. Et encore une fois, choisir son chemin, c'est choisir finalement la trajectoire que tu vas donner à ta vie. Mais faut juste pas oublier que chacun est maître de sa vie, chacun est le chef de sa propre vie. Et je pense que tout le monde mérite la paix, d'une certaine manière. Et pour trouver la paix, ça commence par soi. Et je pense que parfois, il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Ailleurs. Regarder à l'intérieur. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est un travail. Non. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Je pense que ça serait ça. Un message d'espoir, finalement. Que l'espoir, en fait, il sera toujours là, d'une certaine manière. Et c'est ça ce que j'ai envie de transmettre. Du moins, c'est ce qu'on m'appelle à faire, encore une fois. En tout cas, merci. Mais avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie. Je suis très, très, très émue par ton témoignage aujourd'hui. Parce que tu nous as partagé, par les messages, par notre discussion. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas trop les mots. C'est moi qui te remercie vraiment. Merci infiniment. Les sièges sont très confortables. Et merci Christophe. Prochaines personnes qui vont arriver ici. Très confortable. Donc merci encore pour tout. Et voilà, encore une fois, il n'y a pas d'hasard. N'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Voilà. Notre rencontre, tout rien n'est un hasard. Donc je vais conclure cette vidéo. Mais en tout cas, encore une fois, merci.
Et puis, merci à vous de nous avoir suivis pour ce merveilleux témoignage de Ludivine. Si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas. Il y aura mon Instagram juste en bas et les réseaux sociaux aussi de Ludivine juste en bas d'elle. D'elle. Voilà, d'elle. Et puis, si jamais vous voulez plus de vidéos, plus de témoignages, n'hésitez pas à me suivre ici sur YouTube ou alors sur Instagram et TikTok. À bientôt. Merci. Bye. Merci. Ah, c'était trop bien.